est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Bienvenue dans cette édition de la mi-journée, mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, la communauté Banyamulenge Tuti ne reconnaît pas avoir mandaté le président rwandais pour le défendre en RDC. Alexis Gisaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et représentant de cette communauté, a réfuté l'argument de la discrimination et génocide des Rwandais contre sa communauté utilisé par le président Paul Kagame, qui justifie l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Alexis Gisaro l'a dit lors d'un briefing animé le mardi 12 mars 2025 dans la soirée avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. Suivez. Alexis Gisaro est formel. Les Banyamulenge ou Tutsi vivant dans les provinces de l'Est de la RDC n'ont jamais mandaté Paul Kagame, le président rwandais, pour défendre leur communauté qui serait menacée d'extermination. Selon le ministre d'État aux Infrastructures, ce plan d'extermination n'existe pas. C'est un véritable déchirement pour nous. Un véritable déchirement parce que nous nous rendons compte que aujourd'hui, un pays voisin, que moi je traiterais d'un État belliqueux, exploite les quelques problèmes que nous pouvons avoir dans notre pays. N'oublions pas que nous sommes un pays immense, avec 450 tribus, et que, comme d'autres pays, nous connaissons des défis internes. Et ces défis internes sont, par rapport à cette problématique, sont des défis de cohabitation entre certaines communautés. En tant que membre de cette communauté, Alexis Gisaro explique que cette guerre d'agression constitue un motif de déchirement pour les Tutsis congolais. Le problème de cohabitation entre les communautés congolaises ne devrait pas se régler de cette manière. Preuve qu'il n'existe pas de projet d'extermination contre les Tutsis congolais, Alexis Gisaro a même été élu député national lors des élections de 2023. Il n'a pas été élu que par les membres de sa communauté, mais également par d'autres Congolais vivant dans sa circonscription électorale. Je suis originaire du Sud Kivu, territoire d'Uvira. Je suis de la communauté Banyamulenge. Mais avant d'être membre du gouvernement, je suis d'abord un élu du territoire d'Uvira. Élu du territoire d'Uvira signifie que j'ai obtenu des voix, non pas seulement de ma communauté d'origine, les Banyamulenge, mais aussi des autres communautés. Bafuliru, Bavira, Babembe, Bashi, Barega, qui sont installés dans ce territoire. Et peut-être pour la petite histoire, vous devrez aussi savoir que je suis le fils d'un illustre homme politique, M. Gisaro Muhoza Frédéric, qui lui-même, en son temps, a été également commissaire du peuple. Maintenant que les Tutsis congolais ont récusé le président rwandais Paul Kagame et ses arguments fallacieux, reste à voir comment celui-ci va se comporter dans son funeste dessein d'exploiter illégalement les richesses congolaises. Le commandant de la force de la mission onusienne MONUSCO, le général Ulysse Gomez, a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à adopter de nouvelles stratégies pour renforcer la protection de la population lors de la rencontre avec les gouverneurs militaires de la province du Nord Kivu le mardi 11 mars 2025 à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Ces deux officiers supérieurs ont analysé le mécanisme visant à mener des opérations conjointes entre le FARDC et la MONUSCO en vue de protéger le civil. Suivez.
Devant la presse à Beni, le général Ulysse de Mesquita Gomez a réitéré l'engagement de la MONUSCO à adopter de nouvelles stratégies pour une meilleure protection des civils. Il a également affirmé s'être rendu à Beni pour établir la force temporaire, soulignant que la présence du commandant de la force onusienne à Beni pour travailler avec le FARDC et la FIB est cruciale. Nous allons changer les méthodes avec lesquelles nous travaillons auparavant. Je pense que c'est très important car le gouverneur et le général Mandevou ont affirmé qu'il est essentiel de travailler conjointement ici. Les prochaines activités seront différentes afin de soutenir et de mettre en œuvre le mandat de la MONUSCO concernant la protection des civils. La population de Beni peut espérer que nous allons collaborer avec le FARDC pour assurer sa protection et lui permettre de vivre dans de meilleures conditions, a-t-il déclaré le général Ulysse de Mesquita Gomez. De son côté, le gouverneur militaire du Nord Kivu s'est engagé à accompagner et à faciliter les actions sur terrain. Ces deux parties ont également prévu une autre rencontre avec deux partenaires afin de mettre en place un centre de commandement et de coordination pour les opérations conjointes MONUSCO et FARDC. Selon la présidence angolaise, Luanda pourrait amorcer prochainement des contacts avec le M23 en vue de faciliter les négociations directes entre deux parties. Une initiative qui marque une nouvelle étape dans la médiation angolaise après plusieurs tentatives infructueuses de désescalade. Cette annonce angolaise a suscité de vives réactions dans l'environnement sociopolitique congolais au regard de précédentes prises de position de Kinshasa qui a toujours souhaité dialoguer directement avec Paul Kagame. Suivez. Alors qu'il avait fait du dialogue direct avec la rébellion AFC M23 soutenue par le Rwanda, une ligne rouge à ne pas franchir. Le gouvernement congolais semble avoir mis l'eau dans son vin en vue de se confronter aux appels internationaux et régionaux aux discussions directes entre différents partis au conflit. En attente d'exécution des résolutions du sommet conjoint SADC-EAC et à la veille d'un nouveau sommet de la SADC, la présidence angolaise a annoncé mardi vouloir établir des contacts avec le mouvement rebelle soutenu par Kigali afin de discuter directement avec la délégation congolaise dans les prochains jours. C'était à l'issue de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo à Luanda. Cette annonce angolaise a suscité de vives réactions dans l'environnement sociopolitique congolais au regard de précédentes prises de position de Kinshasa qui a toujours souhaité dialoguer directement avec Paul Kagame, qualifiant le M23 patin, coquille vide. Que la guerre, elle est bipolaire, elle est diplomatique, elle est aussi militaire. Alors sur la brèche diplomatique, il y a plusieurs démarches qui ont été entreprises par le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, nous venons encore de voir cette démarche qui vient de s'élastifier. Parce qu'il faudrait le dire que dans le processus de Luanda, les médiateurs, ce n'est que le président de l'Angola. Donc le président de l'Angola a élastifié, a étendu encore son ampleur médiatrice au regard du M23. Donc nous restons optimistes parce que nous sommes Congolais, parce que nous avons la fibre patriotique. Nous voulons que la paix regagne à l'est du pays. Et il ne faudrait pas oublier que le M23 est une coquille vide. Le M23, c'est la métamorphose d'une tactique pour déstabiliser le Congo. Le M23 aujourd'hui, lorsque nous nous référons à l'histoire, c'est la métamorphose de l'AFDEL, du RCD, du CNDP. Donc, aujourd'hui, si le gouvernement congolais doit avoir des vérités à se dire, doit avoir un pourparler vrai et correct, c'est avec les géniteurs de cette crise. Les géniteurs de cette crise, nous les connaissons, c'est le Rwanda et certains bourreaux de la communauté internationale. Donc, nous mettrions notre savoir, notre réflexion diplomatique autour du processus de Luanda. Le processus qui met en face deux États. Un État agresseur et un État agressé. Donc nous sommes là, nous sommes en train d'attendre et nous restons, je dis nous restons parce que je suis Congolais, nous restons parce que j'engage aussi mon parti Congo, mon héritage, nous restons très optimistes au regard des démarches entreprises. Bien couvert à une solution politique avec le gouvernement congolais, ces prouesses ou victoires sur le théâtre des opérations dans le nord et sud Kivu, le leader de ces mouvements proches de Kigali, Corneille Nangaa, s'est toujours montré dubitatif sur les crédits à accorder à la parole du président Félix Tshisekedi, une manière pour lui, dans ses récentes sorties médiatiques, de se réserver aussi à tout piège venant de Kinshasa.
Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, sud-ouest de la RDC, a accueilli le 11 mars 2025 la 5e édition de la Foire de femmes. Il s'agit d'un événement qui a réuni de journalistes, chercheurs et acteurs de médias autour d'un thème central, promotion de droits, de l'égalité et de l'autonomisation de femmes et de filles. Rôle de femmes journalistes de deux temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir une exposition photo organisée par 20 organes de presse et 2 tables rondes. Suivez. C'est dans le cadre des activités liées au mois de la femme que la 5e édition de la Foire de la femme a été organisée dans la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la RDC. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. Il s'agit d'une exposition photo sur les défis et réussites des femmes dans le domaine des médias et 2 tables rondes dédiées à la problématique des violences symboliques que subissent les femmes journalistes. Les intervenants ont expliqué sous différents angles les violences symboliques auxquelles sont confrontés les professionnels des médias en général et les femmes journalistes en particulier dans le traitement de l'information. Anto Moulanga, journaliste, a souligné la responsabilité des journalistes face à cette problématique. Ce que nous avons dit aux journalistes femmes et hommes qui ont participé à cette activité, c'était leur responsabilité par rapport au traitement de la question des violences symboliques qui très souvent est presque invisible de par nature. Déjà, la violence symbolique, elle est invisible et ce qui fait que les journalistes tombent souvent aussi, que ce soit les journalistes hommes ou femmes, ils tombent dans le piège de pouvoir banaliser ces types de violences symboliques qui pour la plupart sont invisibles. Et donc nous avons fait appel à leur conscience pour qu'ils puissent éviter de faire appel au sensationnalisme lorsqu'ils parlent de la question de violences symboliques. De son côté, Gloria Mpanga, journaliste et chercheuse en sciences de l'information et de la communication, a mis en lumière les difficultés rencontrées dans le traitement des cas des violences symboliques. Il est difficile de mener des enquêtes ou de rédiger un récit sur quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on ne peut même pas prouver. Donc c'est l'une des difficultés. Il y a l'accès difficile aux sources et aux témoignages. Comme vous savez, beaucoup de gens qui sont victimes des violences sont réticents. Alors que dire de ces femmes qui subissent des violences symboliques? Vu que c'est une violence qu'on ne peut prouver, vous risquez de passer pour... en fait, vous risquez d'être aperçu comme ridicule. Au-delà des échanges et débats, cette 5e édition de la Foire des femmes des médias a permis de mettre en lumière un enjeu majeur, la reconnaissance et la prise en compte des violences symboliques dans l'exercice du journalisme. Ces violences, bien que souvent ignorées ou minimisées, représentent un obstacle considérable à l'égalité des genres dans les médias. Les participants ont pris conscience de l'urgence d'agir pour garantir un environnement médiatique plus inclusif et équitable. Le défi est de taille, mais il repose sur une responsabilité collective de réformer les pratiques journalistiques afin de garantir une représentation juste et respectueuse de toutes et tous dans l'espace médiatique. Bouclons cette édition avec cet élément. La lutte contre l'insécurité urbaine prend une nouvelle dimension à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Ce mercredi 12 mars 2025, le ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a officiellement lancé l'opération Ndobo, une vaste campagne de traque de bandits urbains communément appelée Kuluna. Suivez. La cérémonie solennelle du lancement de l'opération Ndobo à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, a été marquée par la présentation d'un échantillon des 114 individus interpellés, parmi lesquels 6 femmes. Ces arrestations résultent d'une action coordonnée entre les forces de l'ordre et la population locale, une synergie saluée par le commissaire provincial de la police. S'exprimant devant la presse, le numéro 1 de la police a mis en avant la collaboration étroite entre les citoyens et les forces de l'ordre dans l'identification et la dénonciation des criminels. Depuis très longtemps que nous sommes en train de lutter contre le phénomène banditisme urbain, les Kuluna. Avec nos petits moyens, nous faisons déjà beaucoup pour neutraliser les Kuluna. Mais lorsqu'il y a un appui du niveau national qui arrive comme ça, nous ne pouvons être que très contents parce que nous nous sentons appuyés maintenant
nous nous sentons sécurisés parce que c'est lui-même le VPM intérieur qui prend les taureaux par les cornes pour que nous puissions lutter ensemble contre le banditisme urbain. Donc après la ville de Kinshasa où l'opération Ndobo avait été lancée, et la deuxième province qui bénéficie de cette opération Ndobo, c'est le Congo central. Donc pour tout le Congo central, on va pêcher les Kuluna, on va pêcher les bandits. De son côté, le maire de Matadi a salué l'implication du gouvernement national dans cette initiative sécuritaire, estimant qu'elle représente un tournant décisif dans la restauration de la quiétude dans la ville. Nous les avons arrêtés, chacun à sa circonstance. Parce que dans ces lots-là, ils ont été présentés par Ikiri. Il y a des Kuluna, il y a des voleurs à main armée, et entre autres, il y a aussi des coupés de route. À l'heure où nous parlons, la situation est relativement calme, sauf imprévu. Vous savez, la collaboration qu'a la police en Congo central avec la population qui n'hésite pas à dénoncer ces fois-ci. Voilà les fruits que vous voyez de voir là, les chantiers qu'on vient de présenter. C'est dû grâce à la collaboration que la police a avec la population du Congo central. L'opération Ndobo marque ainsi une offensive de grande envergure contre le phénomène Kuluna à Matadi. La population, quant à elle, reste mobilisée et espère voir ses efforts se traduire par une amélioration tangible du climat sécuritaire dans la ville. Ainsi prend fin cette édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos antennes Mandiko TV. Une pensée, un écrit. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.